Et dans le cadre de ce 7e Retail Day, on va se poser une question que vous posez probablement. Comment les plateformes indépendantes comme Deezer parviennent à se démarquer face aux géants du streaming? Et pour répondre à cette question, je suis avec Alexis Lanternier. Vous êtes directeur général de Deezer. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité, Marc. Alors, je fais une petite introduction et puis ensuite on passe aux questions. Alors, le streaming musical, on connaît, hein, c'est une arène de titans. On a des Spotify, on a des Apple, on a des Amazon, des milliards de dollars de budget, des écosystèmes mondiaux. Au milieu de ces colosses, il y a vous, il y a Deezer. Longtemps perçu un peu comme un challenger, ça c'est sûr, fragile un peu. Vous avez réalisé un tour de force récemment, prouvé qu'on pouvait être indépendant et rentable. EBITDA positif, free cash flow dans le vert pour la première fois, base d'abonnés en France qui continue de croître pour atteindre 3,7 millions de fans. Mais la question que je voudrais qu'on se pose aujourd'hui, c'est dans cette industrie qui ne dure que, on a l'impression, hein, vous allez peut-être nous dire que c'est pas vrai, la taille critique. Quelle est votre recette? Quelle est la recette de Deezer pour faire sa place? Comment on transforme cette un peu, allez, on va parler d'exception culturelle française en un modèle économique durable. Donc on va faire le point et j'ai envie de vous poser tout de suite la première question, c'est comment vous arrivez tout simplement à exister, non seulement à exister, à croître face à des Amazon, face à des Apple, avec des moyens qui nous semblent illimités de l'extérieur? Alors c'est une très bonne question, c'est ça qui m'anime quand même beaucoup, chaque jour. Initialement, je pense que c'était le produit, c'est-à-dire que la tech, initialement, et il n'y avait pas cette compétition encore. Hein, si on se rappelle le début du streaming, 2007-2008, Deezer, la première plateforme à permettre d'avoir toute la musique du monde pour un abonnement mensuel, avec Spotify qui suit de très près. Les Apple, les YouTube, les Amazon, ils sont venus beaucoup plus tard. Donc initialement, c'est ça qui a permis l'évolution, la croissance de Deezer. Une époque où les gens avaient peu de téléphones portables. Et évidemment, c'était un outil qui allait très bien avec le téléphone portable. Donc des partenariats avec les opérateurs telco, notamment Orange qui est le plus connu. Il y a peut-être beaucoup des auditeurs qui ont eu leur premier abonnement Deezer via cette solution. On a l'impression de parler de l'ère préhistorique. Mais c'est important parce que ça a mais c'est vrai évolué. En plus, mais évidemment. Ça a beaucoup évolué, c'est ça qui fait l'atout de Deezer aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, la partie technologique est assez mature. C'est-à-dire que Deezer a pu développer, encore une fois, avec la taille critique et beaucoup d'investissements. Hein. Ça a été énormément d'investissements au cours de ces 17 dernières années. La plateforme, évidemment, des coûts. Donc le premier enjeu, c'était écouter les musiques rapidement. Deuxième enjeu, c'était la recommandation. Donc, investir dans ce qu'on appelait l'IA à l'époque pour arriver sur 100 millions de chansons, à pouvoir dire pour chaque personne, en fonction du moment de la journée à ce moment, et de ce qu'elle a écouté, là, ça serait la bonne chanson à proposer à ce moment-là. Donc, ça, c'est le deuxième enjeu, donc deux enjeux très techniques. Aujourd'hui, l'enjeu, il est beaucoup plus un enjeu de valeur, en fait, de positionnement. Et on est en face d'un peu la bande des tech bros. Et nous, on est l'acteur européen, même un peu français, qui est très focalisé sur la musique. C'est-à-dire qu'aussi, non seulement c'est tech bros, mais ils sont beaucoup dans leur écosystème. Un e-commerce, l'autre vidéo, l'autre qui part sur les audiobooks et les podcasts. Même si Deezer offre aussi des podcasts, c'est vraiment un focus sur la musique. Avec la notion de supporter l'industrie musicale et l'artiste humain en premier plan, qui est un vrai choix, un peu l'ADN de la boîte. C'est assez intéressant. Moi qui suis arrivé relativement récemment, il y a 1 an et demi, j'ai découvert qu'on avait un ADN dans la boîte, de vraiment des gens qui sont chez Deezer, sont là depuis longtemps, vraiment sont intéressés et ils sont là pour la musique. Et quand tu dis la valeur, notre focus c'est la valeur, c'est ça? C'est les valeurs, c'est-à-dire la défense des interprètes, la défense des compositeurs, ou c'est autre chose, cette valeur que tu mets en avant? C'est vraiment ça, c'est cette valeur, et ça se traduit évidemment dans des expériences pour le client. Donc on va par exemple avoir beaucoup plus d'éditoriaux humains qui vont éditorialiser les playlists, etc. On va avoir un exemple aussi, c'est beaucoup plus de contrôle sur l'algorithme. C'est-à-dire que d'autres vont faire des algorithmes qu'on contrôle très peu, on ne voit pas très bien ce qui se passe. Pertinent bien sûr, mais dans lesquels il va pouvoir avoir des chansons qui sont sponsorisées. Nous, on va avoir une approche qui est beaucoup plus, on ne fait pas ça, on ne sponsorise pas de chansons, on donne la chanson qui est la plus pertinente. 2, on va redonner le contrôle à l'utilisateur. Typiquement, les playlists, avec la fonctionnalité Flow de Deezer, qui est très utilisée, on va pouvoir dire, moi je veux plus de chansons que je connais, plus de découvertes, je veux tel sous-genre musical, mais pas celui-là. Donc on va pouvoir vraiment contrôler
ce que nous apporte l'algorithme. Alors, tu as parlé d'IA, évidemment, hein, c'est un peu le sujet tarte à la crème, vous l'avez intégré depuis un moment. Est-ce que dans l'évolution actuelle de l'IA, il y a une évolution actuelle de votre métier ? C'est-à-dire que vous l'avez intégré très rapidement, mais on voit bien que l'IA progresse à une vitesse qui est spectaculaire. Les nouveaux développements, est-ce que ça implique des nouveaux développements dans le cadre de ton activité ? Alors, juste pour clarifier ce que tu viens de dire, aujourd'hui, la musique générée par IA n'est plus distinguable de la musique générée par un humain. Ok. Donc le test de Turing sur la musique, c'est fini. il est passé. Ok. Ce qui est assez incroyable. Nous, ça nous a permis de nous positionner de façon très différenciée, notamment pour revenir sur les valeurs. Deezer a été la seule plateforme à développer un outil qui permet d'identifier ces chansons générées par IA et de les taguer sur la plateforme. On ne les enlève pas, on est transparent et les utilisateurs donc c'est le choix de l'utilisateur. Et donc, encore une fois, on laisse à l'utilisateur le choix. On ne favorise pas ces chansons IA qui, pour nous, pourraient peut-être être plus profitables. On laisse le choix à l'utilisateur. Et l'utilisateur, c'est quelque chose qui demande, mais c'est 85% des gens en France demandent de savoir si les chansons sont IA ou pas. Et pourtant, on est la seule plateforme à le faire. C'est assez étonnant, le peu de mouvement dans cette direction des autres acteurs. Donc ça, c'est évidemment un premier élément très impactant qui nous a beaucoup impacté cette année parce que ça nous a permis de vraiment clarifier auprès des utilisateurs en quoi on était différents. Et après, se pose beaucoup de questions sur ce qu'on peut faire de positif. Parce que là, on parle un peu de contrôler le négatif. Oui, c'est ça. Parce que moi, je pensais aussi à l'IA dans les algorithmes, dans les choix des chansons, dans les propositions que vous faites aux auditeurs. Alors, tu as raison. Moi, j'ai un peu passé là-dessus parce que ça, entre guillemets, c'était il y a 10 ans. C'était le challenge il y a 10 ans. Oui, mais justement, l'évolution de l'IA vous permet encore d'améliorer ça, l'évolution de l'IA, maintenant, alors oui, ça permet d'améliorer. Donc ça, ces algorithmes se sont améliorés en continu. Okay. Mais le vrai changement de paradigme, c'est qu'aujourd'hui, la création musicale est un peu remise en question. Est-ce qu'il y a besoin d'un humain pour créer de la musique ? Nous, on pense qu'elle va être meilleure. On pense aussi que ce n'est pas uniquement le signal audio qui compte. C'est en fait toute l'histoire que raconte l'artiste humain. Évidemment, les concerts, etc. On pense que l'importance du live est de plus en plus importante. C'est pour ça qu'on fait un lien maintenant entre Deezer et les concerts, en proposant les concerts, en proposant des expériences privées, etc. Mais la prochaine évolution qui est en train d'être travaillée dans l'industrie, qui est passionnante, sur laquelle on pense que Deezer a un rôle à jouer parce que c'est la plateforme de confiance pour les artistes sur le sujet de l'IA, c'est qu'en fait, on va pouvoir maintenant modifier des chansons, créer des chansons. N'importe qui d'entre nous va pouvoir créer des chansons. Même moi. Peut-être pas toi, quand même. N'allons pas jusque-là. mais tout le monde pourra créer des chansons. Peut-être aussi, ce à quoi on croit plus, c'est parce qu'on voit que c'est l'usage des gens, c'est de modifier des chansons des artistes qu'ils adorent. Et les prendre une chanson de The Weeknd et puis la mettre en mode reggae, ou bien Taylor Swift en métal, enfin je ne sais quoi. Et en fait, il y a un vrai désir de faire ça. Ça peut permettre de créer beaucoup plus d'interaction entre l'artiste et le fan, qui est un vrai sujet. Parce que ça manque beaucoup, c'est assez passif, presque ennuyeux un petit peu les solutions de streaming à terme si on continue à faire que de l'algorithme driven. Et donc ça serait un outil qui va permettre de redonner de l'activité à l'utilisateur pour engager avec l'artiste, qui est aussi quelque chose que l'artiste recherche. Donc on pense qu'il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Et on pense que potentiellement Deezer pourrait avoir un rôle à jouer. Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression quand on t'écoute que vous êtes une plateforme de mise en contact de l'artiste avec ses fans ou ses auditeurs. C'est-à-dire que c'est au-delà de mettre à disposition des titres. C'est ça que tu es en train de nous dire. Tu redéfinis la relation entre l'artiste et sa base de fans. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les labs de streaming, ça a été initialement, je veux pouvoir écouter tout rapidement. Ensuite, je veux avoir c'est de l'étagère, qui me donne, qui me pousse la bonne chanson. Ouais. Et c'est très passif. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les artistes sont prêts à beaucoup. Maintenant, il y a un vrai problème d'émergence des artistes. Bien sûr. Parce évidemment, comme la barrière à l'entrée pour devenir artiste a baissé, il y a de plus en plus d'artistes. Comment j'émerge ? Les artistes sont prêts à faire plein de choses. Ils les font aujourd'hui beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est très peu possible pour eux de les faire sur les plateformes de streaming. Et donc, on a lancé le Deezer Club il y a un an, qui permet aux artistes de proposer une expérience unique. Donc aujourd'hui, c'est typiquement un concert privé, une listening session avant que l'album sorte, etc. Et il y a un jeu concours, les gens participent, et si c'est des super fans de l'artiste, ils vont pouvoir aller à ce moment privé. On pense que ça peut être beaucoup développé, avec beaucoup d'outils, typiquement l'IA, qui pourraient permettre de faire des jeux, etc. Il y a beaucoup de choses à inventer pour permettre l'interaction entre le fan et l'artiste. Et il y a une vraie demande, plutôt chez les jeunes, mais qui sont aussi prioritaires, parce que c'est aussi les jeunes qui vont s'abonner.
Alors, on a parlé, revenons sur la répartition géographique de votre activité. Vous êtes très fort en France, hein, 3,7 millions d'abonnés, c'est ça? C'est ça. Et aujourd'hui, c'est quoi vos priorités à l'international? Alors notre priorité internationale, c'est le Brésil. Ok. Il se trouve que pour des raisons historiques, d'accord avec des telcos, hein, on parle 2010, hein, on a une base d'abonnés de plusieurs millions de personnes au Brésil, qui est un marché en plus qui est en très forte croissance en termes de pénétration de l'abonnement payant. Et donc c'est le deuxième focus. Et il se trouve que maintenant notre base de données du reste du monde recommence à croître. Et donc Quand tu dis reste du monde, il y a des pays qui émergent un peu par Il y rapport a, au Brésil et à la France. Il y a l'Europe, Ouais. de façon générale, De qui est façon- clairement Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie, qui sont les pays parce qu'ils sont plus proches, j'imagine, et parce qu'il y avait aussi des accords avec les telcos à l'époque. On voit un nouveau souffle qui se lance avec principalement grâce à notre positionnement. Donc là, on va continuer à renforcer notre positionnement sur rémunération des artistes, On va en gestion parler d'IA, tout de suite. etc. Alors, tu as mentionné l'accord historique avec Orange. Hein. Vous avez renouvelé l'accord avec Orange, vous avez renouvelé l'accord avec Bouygues Télécom. Ces partenariats B2B, c'est aussi très important pour vous, ça fait partie de votre stratégie? C'est très important et c'est aussi, encore une fois, il faut trouver où est-ce qu'on peut se différencier par rapport aux géants. C'est vrai que nous, on a cette culture-là. Un tiers de notre business, c'est des partenariats. Voilà. Donc, on le fait bien. Et puis, on est évidemment plus motivé pour le faire que d'autres qui ont leur propre écosystème et donc qui distribuent via leur écosystème. Typiquement à YouTube, vous voulez enlever la pub de YouTube, hop, on vous donne YouTube Music. Donc, ils ont ces leviers-là qu'on n'a pas. Et donc, nous, on compense et on est prêt à faire beaucoup plus de choses pour ces partenaires qui donc aiment mieux travailler avec nous parce qu'on va beaucoup plus s'adapter à leurs demandes. Donc, tu disais tout à l'heure, c'est très important, je voudrais revenir là-dessus, bon, vous êtes vraiment dans la défense de l'artiste. Vous avez beaucoup communiqué sur le fait que vous défendez une rémunération plus juste pour les artistes. J'ai envie de te poser une question pour te titiller un peu. C'est du marketing ou c'est vraiment votre ADN? Alors, c'est vraiment les deux. Non, c'est vraiment. Alors, l'ADN, je te disais, c'était fascinant. Moi, je suis arrivé dans l'entreprise il y a 1 an et demi. Je posais des questions, mais pourquoi on fait ça? Il dit, c'est beaucoup mieux pour les artistes. Mais pour nous, c'est moins bien ça. Oui, mais c'est beaucoup mieux pour les artistes, Alexis. Donc, il y a vraiment un ADN dans l'entreprise. C'est assez intéressant, le côté un peu français, émotionnel, passion pour la musique. Pourquoi c'est vraiment différent? En fait, alors c'est un petit peu compliqué, mais la façon de rémunérer la musique est quand même un peu étonnante. Donc avant, c'était relativement simple, on achetait un CD, bien sûr. on payait le CD à un pourcentage qui allait à l'artiste. Aujourd'hui, on paye donc un all you can eat, donc on paye par mois, et puis voilà. Et donc cet argent, en gros, 70% de l'argent que nous on touche, on le reverse aux ayants droit. Et la question, c'est comment on répartit ces 70%. Et jusqu'à récemment, toutes les plateformes étaient ce qu'on appelait market-centric, c'est-à-dire au prorata du nombre de streams. Ok. Alors que si on réfléchit au CD, je veux dire, que vous écoutiez 3 fois votre CD ou 1000 fois votre CD, vous alliez payer la même chose à l'artiste. Et donc c'est ça, cet énorme changement, ce biais qui est apparu avec les apps de streaming et qui crée un désavantage en fait aux artistes qui sont écoutés par les personnes plus âgées. Parce qu'en fait, si on simplifie le problème, c'est vraiment une question de génération. Un jeune va écouter, donc 20 ans, un âge de moyen 20 ans, va écouter 5 fois plus qu'une personne âgée de 50 ans. Et évidemment, c'est une courbe entre les deux. Et donc, si vous faites au prorata du nombre de streams, vous créez un avantage 5 fois supérieur aux artistes qui sont écoutés par les jeunes de 20 ans. Ce qui est à tout point de vue assez injuste. D'un point de vue artiste, c'est injuste, mais même d'un point de vue abonné. C'est-à-dire que vous payez un abonnement et en fait, votre argent va à des artistes que vous n'écoutez pas. Et donc, c'est pour ça que Deezer a changé ça depuis 3 ans maintenant, en évoluant petit à petit. Alors, on l'a fait petit à petit pour pas qu'il y ait des gros impacts financiers trop majeurs et que les gens puissent s'adapter, etc. Et en prenant en compte d'autres éléments. Notamment, on a voulu prendre en compte le fait qu'on voulait valoriser l'activité. C'est-à-dire que si quelqu'un cherche un stream, une chanson et l'écoute, elle va être valorisée 2 fois plus que si on la pousse de façon passive. Ce qui est logique. Pour valoriser l'artiste qui est motivant pour l'utilisateur, qui est cherché. Et en plus de ça, on a petit à petit modifié le système. Et donc là, on est à la moitié du chemin pour que de plus en plus, votre abonnement aille à ceux que vous écoutez. Alors, on va parler un peu d'argent. Vous avez aujourd'hui un bilan qui est quand même très assaini. Une valorisation, on va en parler tout à l'heure,
je sais pas si je peux dire qu'elle est attractive. Vous êtes vraiment sous-valorisé, on en reparlait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez en fait comme un prédateur capable de racheter des acteurs de niche, ou est-ce que, au contraire, tu considères que tu es plutôt une proie pour un géant des médias, par exemple? Alors, prédateur, c'est pas notre. Alors, on a 60 millions de cash, Ouais, c'est pour ça, en trésorerie en banque, mais on a beaucoup d'opportunités potentiellement assez coûteuses qu'on voit. Donc, on a toute une partie partenariat qui est de développer des solutions de technologie musicale pour d'autres acteurs. En fait, on s'aperçoit qu'on est un petit peu le seul de taille moyenne, entre guillemets. Donc, il y a une tech crédible, mais qui a un business model qui est challengé par les géants. Donc, en fait, on est un peu le seul à s'intéresser à tout ce secteur B2B pour supporter les radios, les hardware de musique, etc., comme on fait avec Sonos, des apps de vidéo qui voudraient avoir leur musique, comme on fait avec RTL, etc. Donc, on a une énorme avenue là-dessus. Donc, on sera plutôt prêt à investir sur des solutions technologiques qui nous aident à faire ça. Parce que ça demande de l'investissement en termes de technologie. De personnes, de technologie, leur construire des plateformes. Et c'est là où peut-être qu'on pourrait, alors, prédateur, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est là où on pourrait nouer des partenariats avec des acteurs qui ont déjà des briques qu'on n'aurait pas encore, qui nous permettraient d'accélérer. Ça, c'est plutôt des briques de tech. Briques de tech ou commerciales, des gens qui ont déjà beaucoup de clients dans leur portefeuille, etc. Donc, je pense que ça, il y a des cibles aujourd'hui qui existent. Enfin, il n'y a pas de rien d'officiel, rien de compliqué. Non, mais je comprends, mais je veux dire, il y a un deal flow, il y a des acteurs dont tu te dis, tiens, est-ce qu'on te donne une liste en te disant, voilà, il y a 30 entités qui seraient intéressantes. Pas 30, non, ça reste, c'est un marché qui est quand même très limité. Peu développé. D'accord. Et justement, on pense qu'il y a un peu un blue ocean là-dessus, parce qu'il n'y a en fait pas grand monde pour le développer, et on est un peu les seuls pertinents pour le faire. Et l'autre sujet sur lequel on veut garder de quoi investir, c'est l'IA, parce que ça, c'est très consommateur de ressources. Et si on voit qu'il y a le bon angle pour développer des solutions de modification de musique, on veut aussi avoir les ressources pour pouvoir y aller. Alors, tu as partiellement répondu à la question. Votre chantier, jusqu'à il y a quelques temps, c'était la rentabilité. Hein. C'est votre chantier principal et ça reste encore votre focus. Hein. Mais le prochain chantier, c'est ça? C'est l'IT pour le développement des partenariats, ou est-ce qu'il y a d'autres chantiers que vous avez en cours? Alors, premier chantier, c'est continuer à développer la France internationale dans le cœur de métier, évidemment, avec d'autres focus sur la musique, supporter l'industrie de la musique, valoriser notre marque, continuer à se développer. Deuxième chantier, donc ça c'est entre guillemets plus clair, et on a un business as usual, background qui montre qu'on peut le faire, surtout cette dernière année. Deuxième, c'est vraiment accélérer sur la partie B2B, où on a quelques petits exemples de solutions qui fonctionnent. Sonos qui commence à représenter un chiffre significatif, d'autres acteurs, d'autres partenariats, notamment aussi mettre de la musique dans les magasins, etc. Où pareil, on a un petit deal flow. Donc ça, on veut l'accélérer, mais évidemment, on part d'une base beaucoup plus petite et on pense qu'on peut faire un gros multiple là-dessus. Et le troisième axe qui est beaucoup plus difficile à définir en termes de potentiel, etc., qui est tout ce qui tourne autour de l'IA. Aujourd'hui, on vend notre solution de détection d'IA, par exemple. On a commencé à avoir des clients et on a beaucoup de prospects. Voilà, il y a peut-être des choses à faire sur la partie consommateur. Mais bon, là, c'est beaucoup plus prospectif, évidemment. Alors, petite question, on arrive à la fin, qui fâche. Hein. Nous, quand on regarde ta valo, à peu près 120 millions d'euros, un chiffre d'affaires qui est plutôt autour de 540 millions d'euros, un bilan assaini, on l'a dit tout à l'heure, un EBITDA positif, tu l'as dit, du cash. Comment t'expliques ce décalage entre votre cours de bourse, votre valorisation et la valeur intrinsèque du groupe? Voilà, d'abord, moi, ça ne me fâche pas. Hein. Je vois ça comme une fantastique opportunité, avant tout, de rendre beaucoup de gens heureux. Donc, c'est plutôt super de démarrer comme moi dans une situation telle qu'elle. Je pense qu'il y a cette première question que tu as posée. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, comment tu te défends par rapport à Apple, Amazon, Google? Mais ça, j'ai l'impression qu'on a passé ce sujet-là, parce que vous avez trouvé votre place. Je veux dire, le combat, il continue. J'imagine que c'est ton combat de tous les jours. Oui, mais ça n'aide pas un investisseur à dire à long terme comment ils vont gagner. Quoi, je pense. Et je pense que la grosse différence par rapport à tous les autres sujets de vidéo, etc., c'est qu'il n'y a pas d'effet de réseau. C'est-à-dire que dans tous les autres sujets, c'est tous les sujets user-generated content. Plus je suis gros, plus j'ai des gens qui viennent créer du contenu sur ma plateforme, donc plus je suis gros, etc. Et the winner takes all. On n'a pas ce sujet dans le catalogue de musique, on a le même catalogue de musique. Donc je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que je passe du temps à éduquer, parce qu'il y a plus ce problème-là. Il n'y a plus ce problème de tech. Les gens ne demandent pas plus de fonctionnalités.
sur ces On produits. y est, quoi. On y est, ça continue à Ce évoluer. qui compte maintenant, c'est le positionnement, c'est les valeurs, c'est qu'est-ce que j'apporte, comment je me positionne. Et évidemment, il y a des fonctionnalités qui supportent ça. Mais comment je me positionne. Et on voit très bien qu'il y a un positionnement à faire pour Deezer qui est différent des autres, beaucoup plus focalisé sur le lien avec l'artiste, le lien avec l'expérience physique, etc. Que ça fonctionne très bien. On voit assez mal les géants aller là-dessus. Et donc voilà, pareil, il faut qu'on explique ça parce que c'est pas du tout facile à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas complètement dans ce domaine-là. Et après, il y a un sujet un peu plus global de small company, les valorisations enfin, tu connais ça bien mieux que moi, hein, mais en Europe, en France en particulier. En particulier quand elles sont tech, on avait beaucoup de boîtes de tech qui ont un peu jeté l'éponge et sont sorties de la bourse. Voilà, je pense que ça c'est un sujet un peu plus qui nous dépasse un peu. Pour finir, aujourd'hui, aux gens qui nous écoutent, merci d'abord parce que tu nous as donné un éclairage qui est très intéressant sur le secteur en général, sur les plateformes, sur le streaming, sur l'évolution de cet environnement, sur l'intégration de l'IA, tous les sujets qu'on vient d'aborder. Comment tu convaincrais quelqu'un qui se pose la question de rentrer dans le capital aujourd'hui en tant qu'actionnaire de Deezer? Ça serait quoi ton pitch? Bon, un peu celui que tu as fait, j'espère que l'interview a aidé. C'est une entreprise qui génère 540 millions de chiffre d'affaires. C'est un business extrêmement résilient. Les abonnements, en fait, au bout d'un an, les gens, le churn est tout petit. D'accord. Au bout d'un an, parce qu'on a pris on zappe pas, quoi. On zappe pas d'un... On zappe la première année. Ouais. La première année, on essaye, on teste, on se rappelle de celle d'avant, on part. Donc là, il y a un churn qui n'est pas négligeable, mais après un an, il y a vraiment pratiquement plus de churn. Donc c'est dans un monde aujourd'hui où tout est un peu compliqué, il y a plein de choses qui se passent. C'est quand même un business extrêmement résilient où on a su démontrer que voilà, on peut aussi réduire un peu les coûts tout en gardant de la croissance. Donc c'est quand même un business qui à long terme est très rassurant, je trouve, et où les chiffres qu'on peut donner en termes de revenus et de profits qu'on a annoncés récemment laissent penser que ça pourrait permettre une valeur supérieure dans le futur. Et dans lequel tu as prouvé que tu as ta place et que tu as un vrai modèle différenciant de tes... Qui après 17 ans continue à croître et même gagner des parts de marché en France. Merci beaucoup, c'était très clair. Merci. À bientôt. À bientôt.